Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Gwendoline Troiano, Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Barthélémy Gaillard et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Lecuivre, et à la technique ce matin, c'est Jean-Guilain Meige. C'est le dernier épisode de notre série consacrée aux poissons, aux conséquences écologiques, économiques et diplomatiques de notre appétit jamais rassasié pour le poisson. On a parlé lundi du thon rouge, de retour dans l'Atlantique et en Méditerranée après des années d'efforts et de quotas. Mardi, du saumon d'élevage en Norvège, au Chili, mais aussi en France. Hier, des poissons de la discorde dans les eaux britanniques. Aujourd'hui, le calamar, traqué par les bateaux-usines, la plupart sont chinois. Voilà nos calamars. On a des navires de pêche très spécialisés. Leurs capacités vont de 5 à 10 000 tonnes. Celui-là vient d'en rapporter 7 400 tonnes. Les bateaux de la flotte chinoise sont trop sophistiqués, ce sont des navires-usines. Ils emportent toutes les espèces que nous avons ici dans ce sanctuaire marin de la réserve des Galapagos. Réellement, on constate une pénurie de poissons dans la réserve. Il y a beaucoup de bateaux qui pêchent illégalement, de manière totalement incontrôlée ou en évitant les contrôles. Beaucoup d'entre eux sont des bateaux chinois. C'est probablement le pays qui en a le plus, mais il ne s'agit pas de pointer un pays comme coupable. En fin de compte, pour la pêche, peu importe le passeport du bateau, c'est l'effet qui compte. Donc oui, c'est un problème. Le calamar, ses énormes yeux fixes, ses 8 bras implantés sur sa tête et qui se tordent comme la chevelure des furies, comme le décrit le narrateur de 20 000 lieues sous les mers. La bouche de ce monstre s'ouvre et se ferme verticalement. Sa langue, armée elle-même de plusieurs rangées de dents aiguës, sort en frémissant de cette véritable cisaille. Son corps, renflé dans sa partie moyenne, forme une masse charnue qui doit peser 20 à 25 000 kg. Sa couleur inconstante passe successivement du gris livide au brun rougeâtre. La littérature a beaucoup rêvé ce calamar géant qui s'accroche au fond des mers et qui ne se montre jamais. De céphalopodes, il ne sera question ce matin que de plus petits exemplaires de ce qu'on appelle aussi encornets, mais que la Chine pêche comme s'il s'agissait de la quête du siècle, ratissant les océans avec des bâtiments gigantesques dont les cales ne remplissent nuit et jour pendant des mois, fouillant jusqu'aux tiroirs les plus secrets et les placards les plus lointains du monde, loin de la Chine, dans les eaux internationales, notamment celles du Pacifique Sud. En 2021, suite à plusieurs pressions, Pékin a annoncé un moratoire sur la pêche au calamar, mais ses effets sont limités puisque de nombreux navires pêchent sans en avoir le droit, et on se demande si le calamar survivra longtemps à une traque aussi impitoyable. Il s'en débarque chaque année de par le monde plus de 3,5 millions de tonnes. Bonjour Sébastien Collin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'INALCO au département des études chinoises. Vous travaillez en particulier sur la pêche chinoise. Alors comment est-ce qu'on mange et comment est-ce qu'on accommode le calamar en Chine d'abord ? Il y a plusieurs façons de manger le calamar en Chine. Il peut être bien sûr cuit et sauté en accompagnement de riz et d'autres plats, mais il y a une façon aussi plus spécifique de manger le calamar, et pas seulement en Chine, en Asie orientale d'une manière générale, également en Corée du Sud et au Japon. C'est le calamar séché et qui est ensuite grillé. Et que l'on mange notamment en guise de snack. Même dans les rues, en fait. Ou dans les rues, voilà. C'est un snack de rue qui s'est toujours mangé comme ça, ou qui a remplacé progressivement d'autres sortes de poissons ou de crustacés qu'on a pu manger. Alors, à ma connaissance, il s'est toujours mangé comme ça, puisque c'est un calamar qui initialement était pêché dans les eaux environnantes de ces pays. Après, il est vrai que le calamar est devenu aussi un produit de substitution, en raison de réduction de stock d'autres espèces de poissons. Il est donc devenu la cible
plus particulièrement des pêcheurs de la région. Le calamar, alors lui, son nombre varie considérablement. Dans les mers, les stocks de calamars, c'est difficile de savoir s'il est aujourd'hui en voie de disparition ou non, parce que le nombre varie considérablement d'une année à l'autre et même d'une saison à l'autre, puisque la femelle pond de très grandes quantités d'œufs et ils écloront ou pas selon les conditions environnementales. Il y avait par exemple près de la Chine le toutenon japonais, une espèce d'encornet. Tous ces calamars-là se sont raréfiés aux alentours de la Chine, il y en a moins qu'avant. C'est pour ça qu'elle s'est mise à projeter ses flottes beaucoup plus loin. D'abord autour de la Chine, qu'est-ce qu'il reste de ces calamars ? Alors, en fait, le calamar de la région, donc c'est en fait ce calamar que vous avez cité, se situe dans le Pacifique nord-ouest. Donc ce sont toutes les eaux environnantes de l'archipel japonais, de la mer de l'Est, mer du Japon, que l'on trouve donc entre le Japon et la péninsule coréenne, et puis bien évidemment les espaces maritimes qui bordent directement la Chine, comme la mer Jaune. Mais en fait, ce calamar a été pêché très activement par pas seulement les pêcheurs chinois, mais aussi les pêcheurs japonais et les pêcheurs coréens. Et effectivement, les stocks de ce calamar ont commencé à se réduire, ce qui fait que les pêcheurs de ces pays, plus particulièrement les pêcheurs chinois, ont ensuite cherché à aller pêcher du calamar ailleurs, dans les eaux plus lointaines. Et pousser sa flotte toujours plus loin sur les océans, bien au-delà des 200 miles nautiques qui délimitent sa zone économique exclusive. Quels sont aujourd'hui en Chine les plus importants ports chinois de cette pêche hauturière du calamar ? D'où partent les bâtiments qui pêchent le calamar ? À quoi ressemble par exemple le port de Zhoushan dans la province du Zhejiang ? Donc c'est au nord, c'est face à Taïwan, mais enfin c'est plus au nord encore, après le Fuzhou qui lui aussi compte plusieurs ports qui envoient leurs navires en haute mer. Oui. Alors, en fait, vous avez 3 provinces chinoises qui dominent le secteur de la pêche en Chine. Il s'agit de la province du Zhejiang, la province du Fujian et la province du Shandong. Alors, Zhoushan, dont vous parlez, c'est un port de pêche très important en Chine, effectivement, qui se situe sur des petites îles qui sont au large de la ville de Ningbo, et donc c'est un petit port qui est en mer de Chine orientale. C'est un petit port ou c'est un immense port ? Enfin, c'est un immense port. C'est voilà. Initialement, c'était un petit port et qui a toujours vécu d'une pêche initialement traditionnelle et qui, effectivement, à partir des années 80-90, a commencé un développement et a réorienté ses activités vers la pêche hauturière. Donc, c'est effectivement un des très gros ports de la pêche hauturière chinoise, avec celui de Fuzhou, qui est la capitale provinciale de la province du Fujian, et dont les navires pêchent beaucoup, notamment dans le Pacifique. Et ensuite, on a, comme je le disais, la province du Shandong, qui comprend plusieurs autres ports également importants. Dans la ville de Zhoushan, il y a un nouveau port national, comme on dit. Sa construction a coûté l'équivalent de 743 milliards d'euros, justement pour envoyer ces gros bâtiments vers la haute mer. Des usines de transformation, beaucoup de calamars notamment. Une matinée de départ en mer ressemble à Zhoushan aux premières pages de Moby Dick, si on se soustrait au paysage très moderne aujourd'hui. Mais il y a des marins qui arrivent de loin, que ce soit des villages ruraux de Chine ou des Philippines, d'Indonésie et autres, qui ont passé une nuit là où ils le pouvaient, qui convergent à l'aube vers le navire qui les emmènera 1 mois, 2 mois, parfois beaucoup plus en haute mer. À quoi ressemblent, Sébastien Collin, ces bâtiments de pêche qui se sont spécialisés dans le calamar ? On estime qu'ils sont à peu près 870 en Chine, 870 navires qui pêchent le calamar. Oui, alors bon, le nombre exact, effectivement, reste, voilà, il y a bien souvent des estimations, mais ce sont effectivement des gros navires avec de très importants équipages et surtout des tonnages importants et qui peuvent effectivement accueillir une très très grande quantité de calamars. Donc, on est vraiment sur des bâtiments de très importantes dimensions. Voilà. Après, les caractéristiques techniques
sont un peu plus difficiles à exprimer au niveau notamment de leur longueur, etc. Mais on est vraiment sur des gros volumes. On peut renvoyer à une très longue enquête du Monde dont on mettra le lien sur le site de Culture Monde, qui parle à la fois des jiggers, qui sont des bateaux de nuit, qui utilisent des lumières très très fortes, des spots capables d'éclairer un terrain de foot, et des hameçons pour attirer et pêcher le calamar. C'est des bateaux qui font entre 60 et 80 mètres et des équipages de 20 à 50 hommes, qui pêchent entre 60 et 120 mètres de profondeur. On arrête avec les chiffres, mais en journée, ce sont des chalutiers pélagiques qui font entre 20 et 50 mètres, qui eux sont équipés de filets qui ratissent large. Comment est-ce qu'ils font pour rester jusqu'à 9 mois en mer, le plus souvent sans escale, sans poser une seule fois le pied à terre? Quelle est toute la logistique qu'il y a derrière pour permettre ces équipés, ces pêcheries de 9 mois? Le gigantisme du navire en tant que tel permet d'accueillir, vous l'avez dit, plusieurs dizaines de marins. Alors, ce qui est parfois soupçonné, c'est les transbordements qui peuvent avoir lieu d'un bateau à l'autre, c'est-à-dire que ces gros navires peuvent à un moment donné rentrer en contact avec d'autres navires qui vont venir chercher une partie de la cargaison et éventuellement peuvent aussi être ravitaillés lorsque effectivement ils passent plusieurs mois en mer, puisqu'il arrive que ces bateaux qui vont partir de Joshan vont rester 7-8 mois en mer, vont se rendre dans le Pacifique Sud et puis ensuite dans le nord de l'océan Indien et retourner éventuellement à Joshan ensuite. Et donc il est estimé, d'après un certain nombre d'études, qu'effectivement il y a parfois des réapprovisionnements, transbordements avec d'autres navires. Il y a aussi des cargos frigorifiques qui les suivent, qui ravitaillent les bateaux en haute mer, qui transportent leur prise en Chine parfois. Ils font ces bateaux-là jusqu'à 125 mètres. C'est des bateaux énormes qui récupèrent aussi les cargaisons de plusieurs bateaux de pêche en une seule sortie. Alors, quelle route prennent-ils? Vous avez commencé, Sébastien Collin, à donner quelques zones où ces navires vont pêcher aujourd'hui. Par quelle route? Comment choisissent-ils les destinations vers lesquelles ils se dirigent? Alors, en fait, pour ce qui est de la pêche au calamar, il y a quatre zones de pêche importantes. Il y a le Pacifique Nord-Ouest, dont je parlais tout à l'heure. Donc où ça, par exemple, du donc côté le Pacifique de Nord-Ouest, c'est toute la zone autour de l'archipel japonais, la péninsule coréenne, notamment. Pas loin de Vladivostok aussi, enfin ils vont jusque-là, des eaux glaciales de l'est de Vladivostok. Donc là, on est sur cette zone du Pacifique Nord-Ouest. La deuxième zone, alors c'est pas hiérarchisé, c'est l'Atlantique Sud-Ouest, donc ce sont les eaux qui sont au large de l'Argentine, du côté des îles Malouines. Ils vont jusqu'en Patagonie, ces bateaux à proximité, aussi. En tout cas, ils sont dans ces eaux, effectivement, du sud-ouest de l'Atlantique, au large de l'Argentine. Et après, il y a une autre zone qui est celle du Pacifique Est ou Pacifique Sud. Ça va des eaux qui sont au large du sud de la Californie jusqu'au Chili. En passant par l'Équateur et le Pérou, et une quatrième zone qui est le nord de l'océan Indien, au large notamment d'Oman et du Yémen, où on a aussi là une pêche au calamar importante, et ça correspond à chaque fois avec 4 espèces spécifiques. C'est pas toujours le même calamar. Non. C'est pas le calamar géant, en revanche, celui de 20 milieux sous les mers. C'est le calamar au dos violet pour l'océan Indien, le calamar de Humboldt qui est rouge pour le Pacifique, puis vous avez le calamar japonais et le calamar argentin. Alors après, il faut les distinguer en fonction de leurs caractéristiques. Et donc ces zones sont bien identifiées et sont les principales zones de pêche. Alors le Pacifique Nord-Ouest, c'est la zone qui a été un peu la zone traditionnelle de pêche initialement du calamar, et le Pacifique oriental, l'Atlantique Sud-Ouest et le nord de l'océan Indien sont des zones de pêche plus récentes. Puisque effectivement il a fallu le développement de la pêche hauturière pour que ces zones deviennent accessibles aux pêcheries chinoises. L'immense océan Indien dont vous parliez, 1 millier de navires chinois y croiseraient selon les autorités indiennes du Kerala, entre 5 et 6 000 selon le journaliste indépendant Yann Urbana qu'on entendra tout à l'heure dans notre focus. La mer d'Arabie, elle, celle qui baigne l'Inde, le Pakistan, le sultanat d'Oman, l'est du Yémen, on estime que la biomasse disponible de l'Encornet, parce qu'on calcule, on essaie de deviner combien de calamars se trouvent
trouve dans cette mer. 630 000 tonnes ces dernières années, soit une moyenne de 4 tonnes par kilomètre carré. C'est toujours un centre de recherche basé dans le Kerala en Inde, cité par Le Monde, qui donne ces chiffres-là. Donc, ce sont des mers que convoitent aujourd'hui les pêcheries chinoises. On estime, Sébastien Collin, que 50 à 70% des prises de calamars dans les eaux internationales seraient aujourd'hui du fait de la Chine. C'est l'Organisation des Nations Unies, la FAO, qui le dit. Mais ils pêchent aussi ces bateaux dans les zones économiques exclusives, les ZEE, de certains États, de façon illégale, légale. Pourquoi des bateaux chinois se retrouvent dans les zones exclusives de certains États ? Alors, on trouve tous les cas de figure. En fait, pour ce qui est de la pêche au calamar dans le Pacifique oriental, le nord de l'océan Indien, donc correspond grosso modo à la mer d'Arabie que vous citiez, ou l'Atlantique Sud-Ouest, on est sur de la pêche dans les eaux internationales. Donc, on n'est pas normalement sur de la pêche située dans les zones économiques exclusives de ces États. La seule possibilité, dans le cadre d'une pêche légale, pour que ces navires chinois pêchent dans les zones économiques exclusives de ces États, ce serait d'avoir un accord avec ces États pour être autorisés à pêcher. Là, dans le cadre de la pêche au calamar, on est essentiellement donc sur de la pêche en haute mer, en dehors des juridictions nationales. En revanche, cela n'empêche pas de temps à autre que ces navires franchissent la limite de la zone économique exclusive et donc pêchent illégalement dans la zone économique exclusive de l'un de ces États. Par exemple, quand en 2016, les gardes-côtes argentins coulent un bateau de pêche chinois qui se trouve dans ses eaux territoriales, ou encore quand la Corée du Nord trouve 800 chalutiers chinois en 2019 dans ses eaux, ils ne venaient pas pêcher le calamar, à votre connaissance, ils venaient pêcher autre chose ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, dans les zones nord-coréennes, il y a de fortes chances que ce soit du calamar. Pour le bateau qui a été coulé dans les eaux argentines, je ne saurais vous dire ce qu'il pêchait exactement. Mais ça témoigne effectivement de temps à autre de cette pêche illégale effectuée par un certain nombre de navires chinois, pas tous, bien évidemment, mais il arrive bien évidemment qu'ils franchissent cette limite. Dans les zones nord-coréennes, c'est le résultat d'un accord qui a été signé entre la Chine et la Corée du Nord en 2004, dont on ne connaît pas vraiment le contenu et la teneur. Et donc depuis cette période-là, effectivement, le nombre de navires chinois, notamment dans les zones nord-coréennes de la mer de l'Est, mer du Japon, se sont multipliés et ont pêché toutes sortes de poissons, mais plus particulièrement le calamar, si bien que la ressource s'est un peu réduite pour les pêcheurs situés plus au sud, notamment les pêcheurs sud-coréens. Nous considérons qu'une part importante de la pêche illégale provient de la flotte asiatique. Mais la Chine ne travaille pas seulement sous pavillon chinois. Il y a aussi de grandes multinationales chinoises qui utilisent des navires d'autres pays voisins. Ces pavillons de complaisance sont utilisés pour faire des pratiques que nous jugeons absolument illégales et contraires à la libre concurrence. Un armateur non pas coréen mais espagnol, c'est le président de la coopérative des armateurs du port de Vigo en Espagne qui dénonce ces pratiques de pêche chinoise. Alors Sébastien Collin, il faut faire la différence entre pêche illégale, pêche non réglementée, pêche non déclarée, surpêche. Aujourd'hui, si l'on parle de la Chine et de la pêche au calamar, on parle de quoi ? Alors, on parle essentiellement de pêche non réglementée. Donc, alors, la fameuse pêche INN, donc pêche illicite, non déclarée, non réglementée, elle prend plusieurs formes, d'où ces trois lettres. La pêche illicite, c'est lorsqu'un navire va pêcher illégalement dans une zone économique exclusive d'un pays alors qu'il ne l'est pas autorisé par le biais d'un accord. Ou lorsque le navire pêche dans une zone interdite, comme par exemple une réserve naturelle. La pêche non déclarée, c'est une pêche où les bateaux sont soumis à des quotas, ils sont autorisés à pêcher, mais ils vont pas forcément déclarer la totalité de leur capture, notamment si il s'avérait qu'ils pêchent des espèces
qu'ils ne seraient pas autorisés à pêcher, ou alors qu'ils pêcheraient un peu plus que ce que le quota leur demande de faire. Comme ces grands navires censés pêcher du calamar et qui rapportent dans leur filet toutes autres espèces. Lorsqu'ils pêchent au filet, effectivement, où ils peuvent ramener d'autres espèces que le calamar en ratissant très large. Et puis la pêche non réglementée, là c'est un cas de figure différent. Ça veut dire que l'espèce n'est pas réglementée dans le cadre d'un accord, notamment lorsqu'il s'agit des espaces situés en haute mer, que l'on peut appeler aussi eau internationale. Et c'est là toute la spécificité en fait de la pêche au calamar, qui est en très grande partie une pêche non réglementée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quotas, de zones spécifiques réglementées pour cette espèce, à l'exception de la zone Pacifique Nord-Ouest. Parce que dans l'émission de lundi, on rappelait qu'il y a des organisations régionales de gestion de la pêche et des organisations de gestion de pêche par espèce également, et pour le thon, ça a plutôt bien marché. Là, pour le calamar, ça n'existe pas. Alors, c'est pas que ça n'existe pas. En fait, vous avez plusieurs cas de figure. Si je reprends les 4 zones géographiques que j'ai identifiées tout à l'heure, dans le Pacifique Nord-Ouest, il y a une organisation régionale de gestion des pêches qui a réglementé la pêche au calamar, prenant en considération que il y avait une pêche importante de cette espèce dans la zone, qui commençait à se raréfier. Et puis, vous avez 2 zones qui ne sont pas soumises à une organisation régionale de gestion des pêches. Il s'agit de l'Atlantique Sud-Ouest, où vous n'avez pas d'ORGP. Donc il n'y a pas de réglementation sur aucune espèce dans cette zone. Et dans le nord de l'océan Indien, il n'y a pas non plus d'ORGP, donc aucune réglementation. D'accord ? Et enfin, vous avez le Pacifique oriental, où le Pacifique Sud, là vous avez une ORGP, qui est l'organisation régionale gestion de la pêche. La gestion de la pêche du Pacifique Sud, qui réunit 16 membres, si je fais pas d'erreur, donc à la fois des pays côtiers du Pacifique Sud, plus des grandes nations de pêche, dont la Chine fait partie. L'Union européenne également est membre de cette ORGP. Et là, il y a une prise en considération que on était dans une situation critique pour les stocks de calamars dans cette zone, mais l'ORGP n'a pas été encore en mesure, jusqu'à aujourd'hui, de réglementer cette pêche, donc d'établir des quotas. Ce qui fait que les navires peuvent pêcher autant de calamars qu'ils souhaitent. Sauf quand la Chine décide de s'autoréguler, c'était le cas en 2021, elle a décrété un moratoire temporaire sur les captures de calamars dans le Pacifique et dans l'océan Indien. C'était la première fois, je crois, Sébastien Collin, que la Chine annulait une saison de pêche de sa propre initiative. Qu'est-ce qui l'en a convaincu ? Est-ce que c'est la prise de conscience que la ressource baisse et qu'elle pourrait en pâtir aussi ? Est-ce que ce sont les pressions internationales et notamment de certains de ses alliés du Sud ? Alors certains ont signé avec elle des accords comme la Mauritanie. La Chine peut pêcher dans les eaux mauritaniennes, mais c'est pas le cas de tous. Or, certains découvrent parfois un bateau de pêche qui traîne par là alors qu'il n'en a pas le droit. Donc, qu'est-ce qui a convaincu la Chine de prendre cette mesure de moratoire, et surtout, est-ce qu'il continue ce moratoire ? Est-ce qu'il a été décrété de nouveau après 2021 ? Alors, ce qui effectivement peut être mentionné ici, c'est que dans ce contexte où multilatéralement les États ne sont pas arrivés à réglementer la pêche au calamar dans le Pacifique, la Chine, pour toutes les raisons que vous avez mentionnées, pour une question d'image vis-à-vis des pays en voie de développement et à l'échelle internationale, en lien aussi avec une prise de conscience sur la protection des espèces et une gestion plus durable des océans, a décidé de mettre en place ce moratoire. Alors, les premières législations ont été mises en place au cours des années 2020-2021, avec un nouveau texte également publié en mai 2022. Et là ont été identifiées 3 zones. On n'est pas obligé d'entrer à chaque fois dans le détail des zones. Je pense que ça nous renvoie à chaque fois à plein de zones du globe. C'est intéressant, mais en tout cas, ils ont identifié des zones. Parce que justement, les 3 zones qui ont été identifiées correspondent aux 3 zones hors Pacifique Nord-Ouest, c'est-à-dire Pacifique oriental, nord de l'océan Indien et Atlantique Sud-Ouest. C'est-à-dire que ces 3 zones identifiées correspondent bien aux 3 principales zones de pêche
où les navires chinois sont en très grand nombre et critiqués de par l'importance de leur capture. Et donc, vous avez dans le texte des coordonnées géographiques très précises qui identifient, délimitent la zone où il est interdit de pêcher pendant une durée qui généralement correspond à la période estivale. Ce n'est pas parce qu'un navire est visible sur Global Fishing Watch qu'il est en train de pêcher illégalement. Dans ce cas, il s'agit surtout de pêche non réglementée. Il pourrait aussi y avoir des activités illégales. La difficulté réside dans le fait de déterminer qui a une autorisation, qui n'en a pas, qui est là, qui n'est pas là, ce qu'il pêche en réalité, s'il y a des prises accessoires de requins. Quand on a un endroit aussi délicat que les Galapagos, si près de l'endroit où ces navires pêchent, on doit pouvoir s'assurer que l'extraction du poisson n'est pas en train d'endommager ce sur quoi la réserve a été créée. Quelque part, quelqu'un doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de cette flotte et faire en sorte qu'elle n'exploite pas les ressources abusivement. Alors on n'a pas les coordonnées satellites de ce monsieur qui s'appelle Tony Long, qui est le PDG de l'organisation Global Fishing Watch, interrogé dans l'enquête des observateurs de France 24 sur la surpêche mondiale il y a déjà quelque temps, en novembre 2020. Sébastien Collin, néanmoins, face aujourd'hui à toutes ces ONG notamment qui dénoncent la Chine et d'autres pays pour leur pêche illégale, illicite, non déclarée et autres, et entre autres de calamars, la Chine a pris des sanctions contre la pêche illégale. Là, c'était il y a quelques semaines. Elle est entrée en vigueur il y a 5 ou 6 jours. Après que des ONG comme Greenpeace, par exemple, eurent prouvé que des navires chinois pratiquaient la pêche illégale, donc sans licence, sans autorisation, dans les eaux, en l'occurrence de Guinée-Bissau. Donc, quelles mesures ont été prises? Quand la Chine dit on va sanctionner la pêche illégale, qu'est-ce qu'elle prend comme mesure, comme sanction? Alors les sanctions qui sont prises par les autorités chinoises, elles peuvent être de plusieurs natures. Vous avez le retrait tout simplement du certificat de pêche lointaine, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout navire chinois appartenant à une entreprise chinoise impliqué dans la pêche lointaine doit être autorisé par l'État de pêcher. Donc il y a une licence, un certificat. Et donc lorsqu'un navire chinois est pris en flagrant délit de pêche illégale, comme ce fut le cas en Afrique de l'Ouest, avec l'aide de l'ONG Greenpeace, les autorités chinoises, lorsqu'elles sont informées, sanctionnent l'entreprise, le capitaine du bateau, donc ça peut effectivement être le retrait de la licence, peuvent réduire un certain nombre de subventions, voire supprimer la totalité des subventions qui peuvent être accordées à certaines de ces entreprises. Donc il y a maintenant depuis un certain nombre d'années, depuis à peu près les années 2016-2017, un grand nombre de sanctions qui ont été prises par les autorités dans un contexte national qui est celui de lutter contre la pêche illégale, parce que les autorités chinoises ont bien évidemment pris en considération que des navires chinois étaient impliqués dans ces activités et que ça nuisait à l'image de la Chine. Donc des licences retirées, des bateaux retirés de l'eau et mis hors d'état de nuire, des subventions gelées. À quelle hauteur jusqu'à présent, Sébastien Collin, le secteur de la pêche et notamment de la pêche en haute mer est-il subventionné par le gouvernement chinois, donc par le Parti communiste chinois? Alors, c'est un secteur qui a été très longtemps subventionné. En fait, les autorités chinoises ont mis en place des subventions pour la pêche hauturière en 2006. Notamment des subventions qui aidaient les entreprises en le carburant, pour acheter le carburant, voilà, ça coûte très cher, il faut beaucoup de carburant pour aller en haute mer. Et donc ça a incité bien sûr un grand nombre de ces entreprises à se réorienter et à aller pêcher beaucoup plus loin des côtes chinoises. Les sanctions les subventions accordées pour le carburant, on sait qu'elles ont été multipliées par 10 entre 2006 et 2011. On n'a pas de chiffre au-delà de 2011, mais multipliées par 10 déjà en 5 ans. Oui. Mais après 2011, ça a continué. Et principalement, après, dans la seconde moitié des années 2010, vous avez eu progressivement une baisse, voire une suppression d'un certain nombre de subventions. Après, la complexité pour analyser véritablement la politique de subvention en Chine, c'est qu'il ne faut pas uniquement prendre en considération le gouvernement central, mais surtout, en fait, les gouvernements provinciaux, voire les gouvernements locaux,
qui eux-mêmes peuvent être amenés à subventionner les entreprises locales qui sont impliquées donc dans les activités de pêche et qui sont économiquement bien évidemment intéressantes localement ou à l'échelle de la province. Donc c'est cette dimension qui est parfois difficile à analyser dans la mesure où on ne sait pas toujours aussi ce qu'est la pratique des localités ou des provinces vis-à-vis de leur propre entreprise et dans quelle mesure la législation prise au niveau central va être véritablement appliquée. La Chine est loin d'être le seul pays d'ailleurs à subventionner sa flotte. Le Japon y consacre 840 milliards de dollars. C'est 20% du total mondial. Le Japon est bien au-delà de la Chine dans la subvention de sa flotte. En Europe, l'Espagne aussi surpasse la Chine en ce qui concerne les subventions pour la haute mer. La pêche en Chine, quelles sont ses particularités ? Est-ce que c'est un secteur qui est encore largement public comme il l'était dans les années 60 à 80 ? Alors les pêcheries coopératives n'existent plus. Néanmoins, est-ce que les entreprises sont toujours pour la plupart publiques ? Non. Non, on a encore quelques entreprises publiques dans le secteur de la pêche, mais en fait, c'est un secteur qui est en très grande partie entre les mains d'entreprises privées. De toute taille. Alors, généralement, la pêche hauturière, bien sûr, qui nécessite d'importants investissements, sont entre les mains de groupes plus importants. Ça peut être aussi des consortiums impliqués plus généralement dans l'économie maritime et qui vont avoir au sein de ce consortium 2 à 3 entreprises dont l'activité principale va être la pêche hauturière, en lien aussi avec la transformation du poisson et le commerce de ces activités. Certaines de ces entreprises comptent dans leur conseil d'administration des notables du parti. Pingtan Marine, par exemple, son fondateur est un notable du PCC. Il a été placé par les États-Unis sur une liste noire pour complicité de pêche illégale et de trafic d'êtres humains. Comment mesurer aujourd'hui, Sébastien Collin, quand la Chine dit qu'elle va sanctionner la pêche illégale, qu'elle est de bonne foi ? Comment dire alors, effectivement, vous avez un certain nombre d'entrepreneurs qui sont à la tête de ces entreprises de pêche, qui sont également membres du Parti communiste chinois, mais ça, c'est le résultat d'une politique qui avait été mise en place à partir des années 1990 et qui s'est accentuée depuis de cooptation des élites économiques. Et donc, le Parti communiste chinois a accueilli un certain nombre d'entrepreneurs lesquels sont devenus membres du Parti communiste chinois. Et donc, c'est pas un hasard qu'on retrouve aussi un certain nombre d'entrepreneurs de ce secteur, membres du Parti communiste chinois. Après, bien sûr, ce sont des dirigeants qui, du fait de leur appartenance au Parti communiste chinois et des contacts qu'ils peuvent avoir avec les membres du Parti communiste chinois à la tête d'administrations publiques, comme par exemple un gouvernement provincial ou un gouvernement local, peuvent obtenir un certain nombre de faveurs. Cela dit, ça ne signifie pas qu'au niveau central, il y ait une véritable que l'on ferme totalement les yeux sur ces pratiques ou qu'il y ait un véritable accord avec ces pratiques. Et donc, il y a eu pris par les autorités chinoises aussi des campagnes anticorruption au sein du Parti communiste chinois, dont l'objectif était justement de montrer qu'ils voulaient en finir avec ces pratiques. Alors, bien évidemment, cela ne signifie pas que tout est terminé et que cela ne peut pas continuer. Mais il est difficile de parler véritablement de mauvaise ou de bonne foi dans ce contexte-là. Les jeux de pouvoir sont très complexes. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la Chine a la première flotte hauturière au monde. Sa flotte officielle, c'est 2700 bateaux pour la pêche au large, dont un tiers pour le calamar. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à peu près 870 bateaux pour le calamar. Mais comme vous le rappeliez à juste titre, Sébastien Collin, il est difficile de connaître exactement les chiffres. Ce sont ceux dont on dispose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait avec exactitude des projets que la Chine a pour sa flotte en général ? Les plans quinquennaux chinois, par exemple, quelle place accorde-t-il à la pêche ? Comment Pékin valide ou pas les projets de pêche ? Est-ce que cette question de la raréfaction de la ressource entre dans la validation des dossiers, l'accord de licence ? Alors, la question de la surpêche et de la gestion durable des ressources halieutiques n'est pas une question nouvelle en fait pour les autorités chinoises. Simplement, là encore, il y a eu
un déplacement des enjeux entre la situation dans les eaux côtières et ensuite donc dans les eaux plus lointaines. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 1980, les scientifiques chinois ont mis en évidence que on était dans une situation de surpêche dans les eaux côtières et on avait à ce moment-là une raréfaction de la ressource. Donc les autorités chinoises ont commencé à prendre des mesures pour essayer de réduire la surpêche dans les eaux côtières. Donc toute une série de mesures ont été prises ensuite au cours des années 1990 et l'année 2000. Donc ça passe par plusieurs types de mesures, par la mise en place d'un moratoire, donc interdiction de pêche dans les eaux côtières pendant une durée, qui a été mise en place en 1995. En 1999, les autorités ont mis en place ce qu'ils ont appelé la croissance zéro, c'est-à-dire donc stabilité des prises dans les eaux côtières. Et puis il y a eu une troisième mesure importante qui était la réduction du nombre de navires. Notamment d'une pêche côtière qui était essentiellement une pêche artisanale. Parallèlement, les autorités ont cherché à développer l'aquaculture pour que l'aquaculture puisse répondre à l'augmentation de la consommation nationale, permettant donc de réduire sur le papier en fait la pression sur les ressources dans les eaux côtières. Même si on a bien expliqué dans l'émission cette semaine que l'aquaculture, on est obligé de pêcher du poisson sauvage pour nourrir, pour fabriquer des farines et nourrir les poissons. La farine de poisson sert aussi pas seulement l'élevage, des poissons en aquaculture, mais aussi l'élevage animal d'une manière générale. Donc ça n'a pas été une pratique durable, le développement de l'aquaculture. Et puis l'autre évolution qui est apparue à partir des années 1980, c'est le développement de la pêche hauturière, puisque face à toutes ces mesures prises dans les eaux côtières et donc limitant les captures qui elles-mêmes de toute façon étaient limitées par la raréfaction des stocks, on a eu le développement de la pêche hauturière et donc les navires chinois ont commencé à pêcher de plus en plus loin dans les zones économiques exclusives des pays voisins par le biais d'accords qui ont été signés avec un certain nombre d'entre eux et puis ensuite dans les eaux internationales. Et maintenant que cette pratique pose des enjeux de durabilité à l'échelle internationale, on voit les autorités chinoises commencer quand même à prendre des mesures pour essayer de résoudre un petit peu le problème. Pour conclure cette première partie, Sébastien Collin, la pêche en haute mer n'est pas nécessairement une activité rentable, si j'ai bien compris, puisque le carburant coûte très très cher, puisque le gouvernement, par ailleurs chinois, le subventionne à hauteur d'énormes sommes. C'est donc une activité qui est largement subventionnée. Pourquoi est-ce que la pêche en haute mer reste pour la Chine une activité manifestement indispensable ? Est-ce qu'il s'agit aussi de se placer sur le grand échiquier halieutique mondial, puisqu'on a appris cette semaine qu'il y avait un grand échiquier halieutique mondial ? Moi, ma perception, c'est que cette volonté de pêcher, de poursuivre des activités de pêche dans les espaces de haute mer, c'est pour répondre à l'augmentation de la consommation nationale de poissons en Chine, mais aussi la consommation mondiale d'une manière générale, puisque ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la Chine n'est pas seulement le premier producteur mondial de poissons en aquaculture comme dans la pêche de capture, donc la pêche marine, mais elle est aussi le premier exportateur. Notamment vers l'Europe et les États-Unis. Vers l'Europe et les États-Unis. Et donc les entreprises chinoises qui, comme toute entreprise, cherchent à faire des bénéfices, pour vendre ces productions sur le marché national comme sur le marché international, continuent d'envoyer leurs navires pour pêcher. Et bien évidemment, comme la pêche en haute mer pose des questions de rentabilité, vous pouvez imaginer que la volonté d'augmenter les captures le plus possible est quand même une décision qui est parfois prise. Augmenter les captures et aussi souvent baisser les salaires. Les conditions de travail sur ces bateaux sont très, très difficiles. Elles ont été longuement documentées. On en parle juste après ce titre d'une chanteuse chinoise qui s'appelle Fai Yewong.
Faye Wong. C'est une chanson dont le titre veut dire ennuyé. Elle date de 1997. Cette chanteuse, sa mère était une chanteuse soprano professionnelle et elle a essayé de décourager sa fille de poursuivre une carrière dans la musique. Peut-être que les calamars l'entendent, cette dame, quand elle chante, parce que des biologistes américains ont découvert récemment que le calamar était capable d'entendre et de détecter des mouvements générés par des ondes sonores, alors plutôt de très basse fréquence en général, mais c'est une découverte qui a beaucoup intéressé de nombreux biologistes. Les calamars traqués par les navires-usines, notamment chinois, c'est le sujet de Culture Monde ce matin pour le dernier épisode de notre série des poissons et des hommes. Nous parlons avec Sébastien Collin de la surpêche et de la pêche illégale à laquelle se livrent de gigantesques navires chinois dans les eaux internationales. Une pêche assez peu profitable qui plus est. Le carburant coûte cher et à bord, le capitaine est responsable du profit de sa mission. Donc ça occasionne de nombreux abus, privations et même des morts. France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. L'équipage indonésien boit une eau couleur rouille qui a goût de métal. Leurs voisins chinois, eux, ont de l'eau en bouteille. Pour se doucher ou laver leurs vêtements, les Indonésiens utilisent de l'eau de mer. Le chef d'équipe et le capitaine se plaignent souvent quand les Indonésiens ne comprennent pas les instructions données en chinois, quand ils mettent trop de temps à démêler une ligne de pêche ou qu'ils laissent tomber des calamars sur le pont. Dans l'enfer des bateaux de pêche chinois en haute mer, c'est l'extrait d'un reportage du journaliste américain Yann Urbana et son équipe du projet Océan Illégal, un média qui enquête sur les conditions de travail dans les bâtiments de pêche hauturière. L'année dernière, en partenariat avec le journal Le Monde, il racontait les circonstances de la mort d'un matelot indonésien de 25 ans, embarqué en 2018 sur l'un de ces bateaux de pêche au calamar. Yann Urbina, interrogé par Nora Litoussi de l'équipe de Culture Monde. Bonjour Yann Urbina. How are you? Votre reportage revient sur les conditions de la mort de Fadil. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était ce jeune homme, d'où venait-il et pourquoi s'est-il retrouvé sur le Wayu 18 ? Fadil, in some ways, was a very typical deckhand crew member on Chinese ships, especially before COVID. Fadil était en fait un matelot comme on en trouve sur tous les bateaux chinois de ce type, surtout avant le Covid. En général, les officiers étaient chinois et les matelots étaient pour la plupart indonésiens, parfois philippins ou africains. Les choses ont changé après le Covid. Mais à l'époque, les gens comme Fadil étaient monnaie courante. Vous aviez des bateaux avec 40 ou 60 hommes à bord, dont environ les 3/4 étaient indonésiens. Donc Fadil était indonésien, il venait d'un village très pauvre. Il n'y avait pas beaucoup de travail dans son village, peu de débouchés, et puis il a parlé à un recruteur qui lui a dit qu'il pourrait se faire de l'argent s'il partait à l'étranger pour travailler à bord d'un navire. Et il a accepté. Et malheureusement, son histoire est elle aussi classique dans le sens où il pensait qu'il allait gagner beaucoup d'argent. Mais il a eu des frais dont on ne lui avait pas parlé pour pouvoir se rendre sur le navire, et une fois sur place aussi. Ce qui est classique aussi, c'est le fait qu'une fois à bord, il a été violenté par ses supérieurs. Les passages à tabac étaient courants, tout comme d'autres formes de maltraitance. Par exemple, la nourriture qu'on sert aux matelots manque de certains nutriments essentiels. Et quand vous êtes en mer pendant 2 ans d'affilée, si vous ne mangez que du riz blanc ou des nouilles, vous finissez par tomber malade. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a attrapé une maladie qui s'appelle le beriberi. Une maladie foudroyante dont meurent de nombreux hommes, mais qui est pourtant évitable. Bref, la mort de Fadil est un exemple parmi tant d'autres de ce qui se passe très souvent sur ces navires. Donc vous venez de mentionner cette maladie, le beriberi. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette maladie, ses causes et ses symptômes? Sure. Beriberi is a disease that comes from malnutrition. Bien sûr. Alors, le beriberi est une maladie provoquée par la malnutrition. Elle ressemble beaucoup au scorbut. Vous savez, cette maladie est aussi provoquée par la malnutrition, mais qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Elle était très répandue au 19e siècle. On l'attrapait par manque de vitamine C. Le beriberi est un peu pareil, à savoir que si votre régime alimentaire manque de vitamine B1 ou de thiamine, vous attrapez le beriberi, avec comme symptôme une rétention d'eau et un œdème des membres, un peu comme un éléphantiasis. C'est une maladie très douloureuse, avec finalement une défaillance des organes. Le décès intervient au bout de nombreuses semaines, mais c'est une maladie qui tue bel et bien. Elle a été en grande partie éradiquée à terre, elle est parfois présente dans les camps de réfugiés, mais elle a quasiment disparu, parce qu'elle est facilement guérissable ou évitable. Il suffit de prendre un comprimé à titre préventif, vous savez, un supplément de vitamine B1 qui ne coûte pas cher.
Et si vous attrapez le beriberi, vous pouvez stopper la maladie en 24 heures avec un traitement par voie intraveineuse. Mais lorsque ces hommes sont à bord d'un navire en pleine mer pendant 2 ans et qu'ils ne mangent quasiment que du riz blanc ou des nouilles, avec peut-être de temps en temps un peu de calamar ou de poisson, ils manquent de viande fraîche et de légumes, et ils présentent des carences en vitamine B1 et finissent par contracter le beriberi. Et le capitaine ne veut généralement pas les ramener à terre, donc ils doivent rester à bord où ils meurent lentement. Justement, vous évoquez ce capitaine qui refuse de laisser Fadil rentrer en Indonésie pour rejoindre ses parents. Pourquoi ce refus? I don't know for sure. We were not able to interview the captain, but the other crew said, and what's normal. Je ne sais pas exactement. Nous n'avons pas pu interviewer le capitaine, mais ce que disent les autres membres de l'équipage, et c'est la norme sur ces navires, c'est que le transport au grand large coûte très cher. Les navires se trouvent parfois à des milliers de kilomètres du port le plus proche, et donc le capitaine et l'armateur n'ont généralement aucune envie de refaire le trajet en sens inverse pour rentrer au port déposer un homme malade. Donc pour des raisons logistiques et financières, les capitaines refusent de ramener les hommes à terre. Alors parfois, ils pourraient transférer le malade sur un autre navire de pêche qui croiserait dans les environs, de retour vers la terre ferme, mais les opérations de ce genre en pleine mer sont difficiles. Vous voyez, les eaux sont très agitées et faire passer une personne d'un navire à l'autre, c'est parfois très compliqué. C'est quand même faisable, mais c'est finalement rarement le cas en pratique, en partie aussi parce que les entreprises ne veulent pas non plus rapatrier quelqu'un vers le port le plus proche pour l'hospitaliser, parce que cela pourrait nuire à leur image. Fadil finira par succomber à cette maladie. Son corps sera enseveli en mer, malgré son souhait formulé quelques jours avant sa mort de retourner son corps à ses parents s'il venait à mourir. Est-ce que le décès de Fadil est un cas isolé ou a-t-on connaissance de cas similaires? No, I mean Fadil was not an isolated case, Et non, Fadil n'est pas un cas isolé. Violence and neglect at sea, he was a very common case. Si l'on parle de violence et de maltraitance en mer, son cas est très classique, vous savez. C'est le cas de centaines, voire de milliers de travailleurs à bord de ces navires de haute mer isolés. L'ONU avait interviewé tout un groupe de matelots en mer de Chine du Sud en 2009 et 49% d'entre eux disaient avoir été témoins d'assassinats d'autres membres d'équipage. Donc non, la violence et la maltraitance ne sont pas rares sur ce genre de navire. Le corps d'un Fadil jeté à la mer, ce n'est pas rare non plus. Les capitaines ne veulent pas garder un corps jusqu'à leur retour parce qu'il faut le placer dans le congélateur pour l'empêcher de pourrir, mais le corps change de couleur et prend un aspect horrible. Et puis, si le corps présente des signes de malnutrition, de maltraitance ou de violence, lorsqu'il arrive à terre, si les autorités du pays décident par hasard de mener une enquête ou que la famille réclame une autopsie, le corps permettra de prouver qu'il y a eu maltraitance. Donc en se débarrassant du corps en mer, ils gagnent de la place dans le congélateur et ils n'ont pas à affronter la famille et il n'y a plus rien qui prouve qu'ils ont mal agi. Vous dites que la violence et la maltraitance sont monnaie courante à bord de ces bateaux. Est-ce que cela concerne uniquement les bateaux chinois de pêche industrielle au calamar ou retrouve-t-on ces conditions ailleurs en mer? No, it's not only for squid vessels and it's not only for Chinese vessels, Cela ne concerne pas que la pêche industrielle au calamar ou que les navires chinois. Avec mon organisation, nous avons enquêté pendant 15 ans et que les navires soient thaïs, sud-coréens, taïwanais, chinois ou ghanéens, de nombreux pays différents sont coupables de maltraitance et de violence, de traite d'êtres humains, de vol de salaire et de captivité à bord de ces navires. La constance, ce n'est pas le pays, c'est le type de navire. Un bateau de pêche qui reste en mer très longtemps, qui pratique le transbordement, c'est-à-dire qu'il reste en mer et décharge ses prises sur un autre navire chargé de les rapporter à terre, un navire qui emploie essentiellement des migrants embauchés non pas par l'entreprise mais par des intermédiaires, voilà les signes qui ne trompent pas. Ces indicateurs signifient qu'il y a de grandes chances que des abus se produisent à bord. Donc peu importe le pays, en fait, c'est plus le type de navire et les conditions de fonctionnement en mer qui sont des facteurs de risque. Qu'est-ce qui protège aujourd'hui les droits des pêcheurs? Est-ce qu'il existe une législation internationale en la matière? Alors, plusieurs instruments, parce que c'est ainsi qu'on les appelle de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui est une agence des Nations Unies, constitue un ensemble de règles et d'accords censés prévoir les modalités de traitement de ces travailleurs. Ce qui est particulier avec la pêche, c'est que contrairement aux chauffeurs poids lourds ou aux mineurs, les travailleurs dans le secteur de la pêche sont moins protégés. Il y a moins d'instruments qui les concernent et les meilleurs dispositifs qui existent sur le papier ont tendance à exclure cette catégorie de travailleurs, en partie en raison de la nature de leur lieu de travail. Si l'on considère leur lieu de travail comme une usine, ça n'est pas comme avoir une usine en France ou au Guatemala. Une usine sur la terre ferme se trouve dans un pays et elle ne bouge pas.
Mais si l'usine dont on parle est un navire, elle se trouve en haute mer, donc dans des eaux internationales dont on ne connaît pas très bien la juridiction. Le lieu de travail se déplace, il est en transit et les travailleurs sont généralement originaires d'un pays différent du pavillon du navire. Les responsables du navire ne sont donc pas du même pays que les travailleurs. Les travailleurs de la pêche sont donc différents et du coup moins protégés. Les bateaux chinois de pêche industrielle sont réputés inaccessibles. Comment avez-vous obtenu l'autorisation de filmer votre reportage à leur bord ? Bon, bien évidemment, le gouvernement chinois n'aurait jamais donné d'autorisation. Donc comme c'est moi qui fais tous les reportages en mer, pendant 4 ans je suis parti en mer sur les plus grandes zones de pêche au calamar, là où l'on trouve le plus de bateaux chinois, souvent entre 200 et 400 dans un rayon de 50 miles nautiques. Je me suis donc rendu dans 4 zones. Au large de la côte d'Afrique de l'Ouest, le grand large près des Malouines, le grand large près des Galapagos et enfin à la frontière maritime avec la Corée du Nord. C'est là qu'on trouve le plus grand nombre de bateaux chinois de pêche au calamar. Nous partions donc pendant des semaines sur ces zones de pêche et une fois sur place, nous allumions la radio et appelions les capitaines un par un, avec l'aide d'un interprète chinois pour leur dire que nous étions des journalistes et leur demander si nous pouvions nous approcher pour filmer leur bateau. Au bout de quelques jours, une fois la glace rompue et les relations entamées, nous finissions par leur demander si nous pouvions peut-être monter à bord et leur offrir des fruits et légumes frais, parce que nous nous doutions qu'ils n'en avaient pas. Et parfois, le capitaine disait oui et nous pouvions monter et du coup filmer les conditions de vie à bord. Et parfois aussi, ces mêmes travailleurs, tous chinois, nous demandaient de les sauver et nous disaient qu'ils étaient retenus contre leur gré. Est-ce que les choses ont changé après le décès de Fadil sur le Waiyu 18 ? Ses compagnons indonésiens ont-ils continué de travailler sur ce bateau ? I should know that answer, but I don't. We unfortunately had to move on to a next story and we're not able to. Je devrais connaître la réponse à cette question, mais en fait, je l'ignore. Malheureusement, nous avons dû passer à un autre sujet et nous n'avons pas pu vérifier. Je sais que nous sommes restés en contact avec certains de ses amis proches et que la plupart d'entre eux ne sont pas retournés en mer, mais certains l'ont fait. Pour eux, c'est la seule solution et ils ont accepté de repartir travailler. Pour ce qui est du Waiyu 18, on sait qu'il est encore en exploitation, mais on ignore quelles sont les conditions à bord. Merci beaucoup, Yann Urbina, d'avoir été avec nous. Thank you so much for having me. Yann Urbina, interrogé par Nora Litoussi, fondateur du projet Océan Illégal, journaliste d'investigation. Il a écrit La jungle des océans, crimes impunis, esclavage, ultraviolence, pêche illégale, traduit en français et publié chez Payot. Sébastien Collin, une réaction à ce que vous avez entendu. S'il n'y a pas de législation internationale du travail en tant que telle pour la pêche en haute mer, est-ce que la Chine a témoigné d'une certaine volonté de réguler ces questions de travail, de conditions de travail sur ces bateaux ? Je n'ai pas véritablement connaissance de mesures qui ont été prises dans ce domaine, mais en même temps, c'est pas le thème que j'ai le plus regardé. Mais comme il a été dit dans le reportage, on est en présence d'un milieu extrêmement violent sur le plan social et surtout la législation va, dans le cas de la Chine, concerner le capitaine, mais pas forcément des matelots qui sont d'origine différente. Voilà. Et de toute façon, les intérêts des entreprises, comme vous le disiez, Sébastien Collin, entrent en collision dans cette affaire avec la volonté de l'État chinois de soutenir le secteur et la volonté internationale. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Maître de conférence à l'INALCO, au département des études chinoises. Merci d'avoir été là pour notre dernier épisode de cette série Des poissons et des hommes. C'est l'heure de la revue de presse internationale. France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu. Israël critiqué au Royaume-Uni et aux États-Unis notamment, Catherine, pour ses attaques ciblées contre les civils à Gaza. Des enfants blessés par des snipers ou encore ces 7 travailleurs humanitaires de l'ONG World Central Kitchen, dont 3 Britanniques, tués alors qu'ils tentaient de nourrir des enfants affamés, titre le Daily Mirror au Royaume-Uni. Cela va-t-il marquer un tournant dans la guerre à Gaza ? C'est ce que se demande en une le journal israélien Haaretz. Le président américain Joe Biden a en tout cas fait part de son indignation, rapportent le New York Times et le Washington Post, estimant qu'Israël n'en fait pas assez pour protéger les civils et les humanitaires à Gaza. Des médecins affirment que des enfants ont été pris pour cible par des snipers, des tireurs d'élite israéliens dans l'enclave palestinienne, rapporte le Guardian. Le journal britannique a interrogé plusieurs médecins, dont la Canadienne Fawzia Alvi, qui a travaillé à l'hôpital public européen en ruine dans le sud de Gaza. Elle a vu des enfants de 7, 8 ans devenus paraplégiques, incapables de parler, tubes respiratoires dans la trachée, après avoir été touchés à la tête par des
des balles de sniper de gros calibre donc. Le journal israélien Haaretz affirme que l'armée israélienne n'hésite pas à tirer sur des civils dans des kill zones, des zones de mort à Gaza, où le seul crime des civils est de franchir une ligne invisible tracée par les forces de défense israéliennes, comme l'affirment des soldats ou des réservistes au quotidien israélien de gauche. Ces civils peuvent alors être étiquetés terroristes post-mortem. Près de 33 000 Gazaouis ont été tués selon les islamistes du Hamas depuis le début de la guerre. La famine fait des ravages parmi les rescapés, alerte l'ONU, et de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza se demandent comment ils vont pouvoir nourrir leur famille, rapporte la BBC, après que l'ONG World Central Kitchen a suspendu ses opérations après la mort de 7 de ses travailleurs humanitaires tués lundi par des frappes israéliennes alors que leur voiture était clairement identifiable. Une autre organisation caritative américaine avec laquelle World Central Kitchen travaillait, ANERA, a également suspendu ses activités à cause des risques pour son personnel. Ensemble, les deux organisations servaient 2 millions de repas par semaine dans toute la bande de Gaza. La proximité du fondateur de World Central Kitchen avec le milieu politique à Washington pourrait aussi changer la donne diplomatique, selon le journal Haaretz. Par ailleurs, au Royaume-Uni, plus de 600 avocats éminents, dont d'anciens juges de la Cour suprême, ont adressé une lettre de 17 pages au Premier ministre Rishi Sunak, appelant à la fin des exportations d'armes britanniques comme mesure pour prévenir le risque plausible d'un génocide, si l'on en croit la Cour internationale de justice, explique le Guardian. Un pays qui reçoit des armes du Royaume-Uni doit se conformer au droit humanitaire international, a confirmé sur BBC Radio 4 Peter Ricketts, ancien conseiller à la sécurité nationale du gouvernement Cameron, qui siège désormais à la Chambre des Lords. Joe Biden exprimera lui sa colère et ses frustrations aujourd'hui, d'après CNN, en appelant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Enfin, au Venezuela, Catherine, la chef de l'opposition craint d'être arrêtée. Après un nouveau tour de vis antidémocratique du président Nicolás Maduro, qui brigue un 3e mandat consécutif cet été, sa principale rivale, Maria Corina Machado, déclarée inéligible à la présidentielle du 28 juillet, a dit redouter hier une détention injustifiée, après l'adoption en première lecture à l'Assemblée d'un projet de loi visant à punir le fascisme, comme l'expliquent les quotidiens El Espectador et El Tiempo, depuis la Colombie, voisine du Venezuela. Mais ce n'est qu'un nouvel outil de persécution politique, selon la Diaria, journal de gauche uruguayen, car le ministère public sera le seul à déterminer quels actes et quels messages sont fascistes, note El País América, pour qui les propos de la vice-présidente de l'Assemblée nationale n'augurent rien de bon. Delcy Rodriguez a comparé le parti d'opposition Vente Venezuela, dont le slogan est jusqu'au bout, à Hitler. Nous devons nous demander ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils parlent de jusqu'au bout, car c'est là que se trouvent les germes, les graines de la violence, de la haine et de l'extermination, a déclaré la vice-présidente de l'Assemblée vénézuélienne, citée par El País América. D'où la crainte d'Ali Daniels de l'ONG Acceso a la Justicia, qui défend l'état de droit au Venezuela et la séparation des pouvoirs. Estamos muy preocupados porque se están incluyendo dentro de la definición del proyecto de ley cosas que no corresponden a lo que es el fascismo. Nous sommes très préoccupés par le fait que la définition du projet de loi inclut des éléments qui ne correspondent pas à ce qu'est le fascisme. Il est notamment question de conservatisme moral, mais qu'est-ce que cela recouvre? Les personnes qui vont dans les églises évangéliques, par exemple, demande le co-directeur de l'ONG, interrogé à Caracas par la chaîne télévisée BPI. Pour lui, la loi est trop vague à dessein. Elle pourrait concerner un grand nombre de Vénézuéliens persécutés parce que considérés comme moralement conservateurs. Et c'est très grave, insiste le militant de Acceso a la Justicia, également cité dans les colonnes du journal vénézuélien El Nacional. Alors avec cette nouvelle loi sur le fascisme et de précédentes arrestations d'opposants, ajoutées à la crise économique, tout cela fait craindre au journal vénézuélien El Nacional une nouvelle vague d'émigration, 7 millions d'exilés dans le monde, alors que le Venezuela compte 28 millions d'habitants. Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, comme chaque vendredi, vous retrouverez Mélanie Chalandon et ses invités. Maria Malagardis pour la rubrique Retour 2, en l'occurrence Retour du Rwanda, et une table ronde consacrée à la Turquie, une semaine après les élections municipales et le revers de l'AKP de Recep Tayyip Erdogan.